Bonjour à tous, bienvenue sur Lift Talk, le premier podcast dédié à l'univers du street lifting et de la force, où nous abordons des sujets tels que la programmation, la nutrition, les méthodes d'entraînement pour résumer tout ce qui peut vous aider à progresser sans limite, que vous soyez débutant ou confirmé. Nous sommes Marco et Victor, coach et compétiteurs dans le milieu du street lifting. Nous suivons des athlètes également en powerlifting. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter lors du podcast et à nous les poster en commentaire. Le podcast est sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, encore Spotify, Deezer, etc. Bonne écoute à vous. Donc bonjour, bienvenue aujourd'hui pour le 21e ou le 22e, je sais même plus, on enregistre des podcasts tous les 22 je crois. 22, oh là là, c'est incroyable, Phénoménal. C'est extraordinaire. Alors aujourd'hui, on va aborder plusieurs sujets, bien évidemment, comme d'habitude, et puis comme vous le voyez, je suis avec un invité, encore un invité de marque, quelqu'un qu'on ne présente plus. Quel invité? Ouais, quel invité. Mais qui es-tu en fait? Donc présente-toi, mon cher invité. Moi, je m'appelle Bilal, donc je suis plus connu sous le nom de Galba sur les réseaux. Connu. Je fais du street lifting depuis 2 ans et avant ça, j'ai fait 1 an de street workout. Qu'est-ce que je peux rajouter? Ton âge, ton poids, ta taille. Qu'est-ce que tu as fait comme compétition, la taille de. Enfin voilà. Ouais. Bon, Ton avant-bras. C'est ça. Ouais. En plus, il est plutôt long. Ton troisième bras, ouais, quoi. c'est ça. Enfin, ouais. Du coup, ma taille, je fais 1m93 pour 92 500 le matin à jeun. En termes de performance, je fais 20 kilos en muscle-up, 75 en traction, 115 en dips et en squat 200, on va dire. J'ai fait 200, mais je pense avoir plus. En termes de parcours, alors j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. J'étais pompier de Paris avant. Là, je suis en L3 STAPS et voilà. Donc 2 stapsiens aujourd'hui sur le podcast. Ça va rouler dans les brocards. Ou sinon, ouais, qu'est-ce que tu as fait comme compète jusqu'à maintenant? Du coup, en première compétition, j'ai fait la première édition de Montgeron, l'Absolute. Ensuite, j'ai fait la FNSL 2021. J'ai fait ensuite Donc t'es arrivé combien à la FNSL 2020? 3e à 1,25 du 2e. Ah la vache. Oh là là. Pour de le dire. Bon, avec Incroyable. incroyable. En total à 602, hein, si mes souvenirs sont bons. 603,26. Ah voilà, c'est Ouais. ça. Ah oui, il était à 605 l'autre, putain, bam. Ah la vache. Putain, on peut pas être sérieux, c'est grave. Et ensuite, j'ai fait Donc ça, c'est en 2021, ouais, FNSL. 2022, j'ai fait la 2e édition de Montgeron. J'ai fait la SFC. J'ai fait la FNSL 2022. Et là, en 2023, j'ai pas encore fait de compétition. Et justement, tu projettes d'en faire dans ton échéancier? J'ai que la FNSL là en décembre. Ouais, Okay. En décembre. Les autres compétitions m'intéressent pas énormément. Il y avait Final Rep, mais c'est un trop gros investissement pour mon niveau actuel, je trouve. Donc voilà. Donc t'es en moins de 94 kilos. On sait pas exactement. Pour l'instant. Ouais, je me tâte. Ok. Sinon, ce serait quoi l'autre catégorie dans laquelle tu voudrais être sinon? En fait, ça me saoule de voir Marco avec une médaille. Ah, ça c'est drôle ça. Ah, ça j'aime beaucoup ça. Je vais vous laisser, les gars. Mais tu sais quoi, moi aussi ça me fait chier. Je vais manger un peu plus et voilà. Ouais. Ah putain, t'imagines? Voilà. Ah là, en vrai, vache. c'est possible en plus. Ah, je vais me là, avec au des poids dans squat, les mon poches. gars, Hein. tu fais 300. Hein. Tu Ah fais 300 là. sur la pesette avec un gilet lesté. Ça va être. Et le mec qui boit ça. Il y a pas assez de tourtel twist dans tout l'univers pour que j'arrive dans ta catégorie de gros lard là.
Ok, donc ouais, c'est bien ça comme petit parcours. Ouais, ça va. Ouais. Donc là, en gros, ça fait combien de temps que tu fais du street lifting? Street lifting, ça fait 2 ans. Que je m'entraîne purement en street lifting, ça fait à peu près 1 an. Mais que je pratique du street lifting, ça fait 2 ans. Et T'as le fait de la street muscu workout? classique avant ou... J'ai fait de la muscu en complément de la boxe. Ok. Puis c'est parti en muscu broscience pendant à peu près 1 an. C'est comme je disais à Marco, FST7, ISO, méthode Ah Nassim oui, Saïd. ah oui, C'est parti là-dessus. Et après, bah, il y a eu le street workout. ok. Ça te rappelle des souvenirs, tout ça, hein. Victor aussi, hein. Putain, je me rappelle. Et moi, je me rappelle d'un truc. Et à un moment, je sais pas pourquoi, là, ça m'a fait penser, alors que ça n'a rien à voir. Mais quand j'avais, genre, je pense, 13 ou 14 ans, j'avais eu une idée de ouf, tu vois. Je m'étais dit, je vais faire des trucs un peu en mode genre circuit training. Parce que tu sais, il y avait le film, comment il s'appelait? Never Back Down. Et tu sais, à un moment, dans Never Back Down, il y a un moment, ils s'entraînent, ils soulèvent des trucs, ils font du monté de corde, ils font un truc genre du crossfit un peu, tu vois. Et moi, je m'étais dit, je vais faire ça, mais je suis plus intelligent qu'eux, je vais faire ça en super slow. Je vais faire mes répétitions avec 10 secondes d'excentrique, 10 secondes de concentrique. Putain, je congestionnais pas du tout, j'avais perdu toute explosivité, j'avais fait ça pendant genre 2 semaines. Et genre, je mettais un timer à chaque fois, et quand le timer il passait, je passais à l'exercice suivant. Putain, c'était nul à chier, hein. Vraiment, si vous avez ça pour plan, déjà, c'est vraiment que vous êtes des gros connards. Et franchement, faites pas ça, hein. En soi, il a de l'inspi pour 13-14 ans. Non, mais Ouais, lui, oui, oui. c'est un acharné déjà, adolescent. Moi, il y avait une époque où je courais avec des écouteurs et tout, du coup, j'entendais pas, tu vois, et je répétais en courant, je suis le plus fort, je suis le meilleur, je suis le plus fort, je suis le meilleur. Ça, tu l'as déjà sorti, Mais oui, je sais, mais elle est exceptionnelle, cette anecdote. Street Shonen, avec son Walkman, c'est sa cassette qui rebobinait comme ça. C'était en 85, je me rappelle très bien. Tu sais, avec le truc pour la sueur, là, ici, et au Ah oui, poignet. ah oui. Écrit courage ici en japonais. Ah, les Ça part anecdotes en de fou. vrille, ce podcast, c'est n'importe quoi. Ça n'a pas Et, commencé, c'est et- déjà n'importe quoi. et donc aujourd'hui, on voulait aborder, bah, je te laisse du coup introduire le sujet parce que c'est Bilal qui est à l'initiative et on voulait parler de... L'optimisation, du Voilà. coup. Donc, on va parler des différentes optimisations qu'on peut rencontrer, en commençant par l'optimisation qui va nous permettre d'augmenter nos performances. Par la suite, on va voir la limite, enfin la frontière à ne pas dépasser sur l'optimisation, ce que moi j'appelle l'optimisation abusive. Et ensuite, Marco avait un petit sujet à rajouter. Ouais, on abordera ensuite, mais ok, Ok. d'accord. Donc, Ok. je commence. Bah vas-y, je t'en prie, hein. Ah, ok. Lance-toi, lance-toi. Il me prend de court, j'étais pas prêt, moi. Donc, donc, on va commencer, ouais, par l'optimisation pour améliorer la performance. Donc, on voit que sur chacun des mouvements, finalement, il y a une optimisation qui est réalisable afin d'améliorer les performances, que ce soit sur les tractions en posant le false grip, sur le squat en baissant la barre sur le dos et en s'équipant. Et bon, c'est compliqué à développer, mais où... Ouais, il y a plein. Bah, de toute façon, pour moi, les plus grosses des enfin, ce que tu voulais peut-être dire avant, c'est définir les différents types d'optimisation. Donc, tu as Mm, l'optimisation technique, mm. l'optimisation induite par le matériel et une optimisation peut-être aussi au niveau de la programmation pour Bah, moi, je mettre. dirais, je dirais une optimisation au niveau de, tu sais, de jouer un petit peu avec le règlement, quoi. De faire, Ouais, tu sais, Oui, aussi, comment ouais. dire, d'aller chercher l'amplitude vraiment juste, ce genre de truc, on va dire. Ouais. 2 pour 1, 2 validés, un pas validé. Voilà, Ouais. exactement. C'est un peu ça, Et ouais. sachant qu'en... Alors, ça, ça serait peut-être un truc intéressant à vérifier. En powerlifting, mais en streetlifting, il y a certains arbitres qui prévaut sur les deux autres. Ouais. Si vous mangez Ah un bon? rouge, ouais, Ouais.
Par Sur exemple, l'extraction, ouais, c'est celui ça. du menton. Celui qui regarde le passage du menton. Il y a aussi au squat et au dips, celui qui contrôle la depth. Ça vaut 3 rouges. Ça vaut 3 rouges, quoi. Ok, ouais. Donc voilà. Donc, Ok. mieux vaut kipper comme un bâtard, mais passer le menton et c'est bon, quoi. En vrai, ouais. Ouais. À choisir. Donc on peut prendre un grand balancier du coup, pour le coup, pour optimiser. Ah ouais, parce que alors, tiens, mais ça peut être intéressant. Ah oui, Avant c'est vrai. qu'on enregistre, là, ils avaient un petit débat tous les deux, là, parce que, en fait, Bilal, il a une exécution propre à lui, où il prend un balancier assez important sur les muscle-up, et Victor, pour lui, c'était pas assez conventionnel, ça rentrait pas vraiment dans ses standards. C'était Et tendancieux. donc, ouais. Bah alors, dis-nous, Victor, jusqu'où doit aller le balancier sur le muscle-up? Bah, en plus, ça, ce serait un truc, c'est comme pour les compétitions endurance, en vrai, avec le repère devant, tu vois, ça pourrait s'envisager, en vrai, ça, dans le règlement, de rajouter ce truc-là. Ça pourrait s'envisager. En vrai, oui. En Ouais. vrai, oui, clairement. Ça pourrait... Parce que c'est vrai que c'est comme les critères, s'il y a des critères dans le règlement, comme ça, on en a déjà parlé, encore et toujours, sur le squat, de être suffisamment redressé au démarrage. Bah, c'est un critère qui n'est pas objectif, c'est un critère qui est subjectif. C'est à l'appréciation de chacun de juger que tu es suffisamment redressé. Et les muscle-up, tu vois, si il y a cette possibilité, enfin, il y a ce truc du balancier, en gros, il y a cette possibilité d'invalider une répétition parce que on juge que le balancier qui a été cherché a été trop grand, et ben pareil, c'est subjectif, puisqu'il n'y a pas de truc objectif Mm. de là, t'as touché ça, bah t'as touché, bon, bah c'est nos reps. T'es allé chercher trop loin. Là, du coup, ça reste subjectif. C'est pour ça que, bah, c'est pas, je te dis, c'est tendancieux, parce que bah, c'est à l'appréciation de chacun, finalement. Mais je pense que par rapport à ça, les règles vont encore évoluer. Pour l'instant, en ce qui concerne la FNSL, c'est des règles en gros en vidéo. Il n'y a rien d'écrit. Et je pense enfin, c'est pas, je pense, je vous le dis même ici, ça va se durcir au fur et à mesure du temps. Et ça sera de moins en moins ce que tu disais, subjectif. Donc ça, c'est une bonne chose aussi pour comment le fait que notre sport soit reconnu, c'est comme en power avec Le bench, le pontage au ouais, bench et le French low bar au squat. Enfin, de toute façon, c'est déjà interdit en street lifting aussi. Mais ouais, donc là, vous étiez parti sur ouais, les règles plutôt. Donc ouais, en fait, moi je pense qu'on ce qu'on retrouve le plus, c'est ouais comment dire des profondeurs de squat ou de dips qui sont limites. Et là pour ça, et ce qui est bien aussi, c'est qu'en powerlifting, je crois qu'ils le font aussi, mais du coup nous on filme. On filme quand c'est comme ça, il y a un arbitre qui se charge de filmer pour si jamais il y avait une réclamation, bah, pouvoir montrer, prouver à l'athlète ou à l'accompagnateur de l'athlète que c'est nos reps ou que ça passe. Et avant même comment dire, de délibérer, de donner une délibération finale, en gros, les trois arbitres se concertent pour voir s'ils sont d'accord sur la décision. Donc, vraiment, en compétition, en street lifting, maintenant, et même, je pense, un peu auparavant, c'est quand même très objectif. Quand on vous met un no-rep, déjà, en tant qu'arbitre, moi, je peux le dire, ça nous fait pas plaisir de vous mettre un no-rep. Mais c'est vraiment un truc objectif, c'est pas sorti de nulle part. C'est voilà. Donc ça c'est important parce que il y a des gens des fois ils comprennent pas, tu vois. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Et ça d'ailleurs, ça c'est un truc aussi. Moi ce que je vous conseille vraiment de faire, alors ça dépend peut-être des compétitions et de l'enjeu de la compétition, mais allez voir les arbitres, essayez de comprendre pourquoi Et puis ça après, c'est passe vrai que pas. quand ils sont dans le rush, Ouais. parfois c'est compliqué de répondre, quoi, Voilà, mais... c'est ça. Mais Mais après, oui, excuse-moi, mais après, juste en voyant le rond qui ne s'allume pas, oui. on est censé localiser le problème. Ouais, mais alors, ok, mais il faut savoir aussi bah, quel rôle a tel arbitre Ouais. aussi. C'est ça que des fois les gens ne savent pas. Parce que ça peut changer. Et ça aussi, c'est un truc qui serait plus à définir pour la suite. L'arbitre de gauche c'est tel truc et ça se retrouve sur toutes les compètes. Comme ça, on a pu à se poser la question. Mais là, on dérive un peu du sujet.
Mais C'est ouais, du intéressant, c'est coup, intéressant. C'est ce dont on avait parlé avec Nico aussi un petit peu, c'est de créer un règlement qui est fixe et qui est commun, parce que bah, c'est nécessaire pour avoir un sport entre guillemets officiel, quoi, un truc qui soit vraiment concret. Si tu as une fédération, quand tu vas dans un pays, les règles c'est ça, tu vas dans un autre pays, les règles c'est ça, c'est vrai que ça fait un peu branlos, quoi. C'est pas terrible, niveau sérieux. Après, déjà, se mettre d'accord au niveau français avant Oui, d'aller voir évidemment, les autres pays. Parce que bah, d'une compétition à l'autre en France, c'est ça vrai. ça n'a rien à voir. Ah, c'est pour ça qu'un règlement écrit, ça aiderait beaucoup, parce que justement, ça limiterait ces critères subjectifs qui, pour l'instant, je pense, sont quand même un petit peu dominants, quoi. ouais, ça dépend sur quoi, mais ouais, ouais, parfois. Ouais, mais quand c'est des bonnes compètes, FNSL, etc., oui, mais quand c'est des compètes avec un peu moins de matos, etc., tu vois, ils vont peut-être pas se faire chier à filmer chaque passage et après rechecker si. Parce en power, tu vois, il y a ce truc de pouvoir demander, en effet, tu vois, Un recours. faire Mhm. appel, voilà, c'est ça. Mais Ouais, faire appel. je sais plus exactement les modalités, mais enfin, c'est pas, tu peux pas faire ça à chaque Ouais, barre, à chaque fois comme tu c'est veux, vrai. quoi. C'est un peu Je compliqué, hein, crois que c'est même à la fin, je crois que c'est à la fin du mouvement, je crois, ou carrément à la fin de la ouais. compète. Je sais plus comment C'est un c'est, truc mais compliqué, ouais, ouais, c'est un truc compliqué, ouais. C'est un peu même particulier. pour donner, tu sais, pour donner les barres. Ouais. Ouais, Alors nous, ce qu'on avait, là je peux en parler un peu, ça intéressera peut-être les gens, mais ce qu'on a mis en place nous pour la Ligue FNSL Grand Ouest, c'est que les barres, les premières barres sur les 4 mouvements devaient être données en même temps que la pesée, et c'est vrai qu'on a transposé un peu ce qui se fait en power. Même au niveau organisationnel, bah c'est carrément plus pratique en fait de savoir les barres. Voilà, ça fait moins de monde au niveau de l'accueil, du staff, etc. t'as le Donc, droit de changer, par contre, non? bah là, nous, on avait dit non par Ah, ok. rapport à ça, mais pour la première barre, en tout cas. Oui, oui, Pour bien les sûr. secondes barres, oui, il y avait un temps imparti pour pouvoir changer. Mais ça aussi, ça, c'est un truc, faut absolument que ça soit écrit. Parce qu'en Oui, plus, ça peut rajouter du piquant, ça peut rajouter de la stratégie et du spectacle, en fait, finalement. Les changements de barre à la dernière minute et tout, ça, bah, c'est comme incroyable. avec le deadlift. Avec le deadlift, tu as le droit de. T'as deux possibilités de changer en plus, je crois. Ah ouais? Ouais, D'accord. Ah, sur le deadlift, je savais même pas, Je tu vois. savais pas non et plus. bah ouais, je savais Ok. pas non plus, tu vois, et j'avais été dégoûté quand j'avais accompagné Clara à sa compétition, et que en gros, si tu veux, elle avait fait son deuxième essai super bien passé, et je vais pour donner la troisième barre, et elle me dit, ouais, bah dans le temps, il est passé. Et je commençais à essayer de marchander en mode, allez, s'il te plaît, laisse-moi changer. Et elle me dit, ah, mais t'inquiète, t'as quand même encore deux possibilités de changer. J'étais en mode, ah ouais, elle me dit, ouais, ouais, parce que en gros, pour que le match ait du suspense, etc., bah, sur le deadlift, mais pas sur le bench et le squat, tu as deux possibilités de changer encore. T'as cinq, en gros, tu sais, sur la feuille de match là, qui te donne, tu as cinq cases possibles, tu vois. Ah, ok. D'accord. Voilà. Pour rajouter un petit peu de piquant, en gros, justement. Mhm. Et Ok. j'avais appris ça à ce Donc, moment-là, tu vois. ok, d'accord. Donc là, on a fait le tour un peu de l'optimisation au niveau Réglementaire. réglementaire, ouais, voilà. Et puis, du coup, enfin, alors là, ça va être un gros pavé. Je pense qu'on va pouvoir en dire pas mal sur l'optimisation au niveau du matériel. Hmm, Toi, Bilal? Bah, en termes de matériel, en vérité, je pense qu'on se retrouve tous Ouais. sur le matériel. Maintenant, ce qui est important de dire, c'est que tout le matériel qui est autorisé en compétition, il faut l'utiliser. Enfin, du moins de mon point de vue. Ceux qui partent du principe de non, je squatte sans ceinture, no pain, no gain, c'est ton problème. Mais si je te bats parce que j'ai une ceinture, faut pas se plaindre derrière. Les bandes poignets, la ceinture de l'Est, la corde et pas la chaîne. Ouais. Euh, Ah, ça, purée, t'en as vu, toi, à la FNSL, des mecs avec une chaîne? En 2021, oui. Ouais, En mais 2022, non. 22, Non. non. Ouais. Je crois, Euh, au premier pas, il n'y avait pas le mec qui était justement en moins de 80, qui avait une dips de fou furieux, là, qui avait fait 100, je crois qu'il avait échoué à 150, mais qui avait quand même validé genre 140, 142 peut-être. Et ben, il avait peut-être une chaîne, lui, ça me parle. Ah ouais, hum, ah ouais, peut-être, ouais. Ouais, j'ai pas Ça me été peut-être, ouais. parle. très focus sur les moins de Hmm. 80.
Bah toi, t'étais pas là au Non, premier mais pas. j'ai C'était au vu. premier pas que Ah, tu parles. premier pas? Oui, Premier premier pas? pas, ouais. Ah, ok. Non, Mm. j'ai cru qu'il me parlait des. Ouais, il est très très fort, lui. Moi, En j'attends dips, vraiment ouais. de voir ce qu'il va donner aux 4 mouvements. S'il est qualifié, ça va être un truc de fou. Ouais. C'est Loïc, je crois, un truc comme ça, non? Je sais plus qu'il y avait un t-shirt de métal, là. Ouais. J'ai oublié quel groupe. Ouais, ça. Les slippers pour économiser 200 grammes à la place des baskets sur le muscle-up et sur les autres mouvements aussi. Ouais, et ça, d'ailleurs, petit aparté là-dessus, je pense que c'est un truc qui est pas encore ultra démocratisé, mais je pense Ça qu'à va venir. l'avenir, tout le monde aura des slippers. Ça fera partie de la tenue du street lifter, Mais, même si des... Oui, mais en plus, tu sais que là, j'ai entre guillemets découvert un truc, c'est que moi, j'avais acheté des slippers pour le sumo, pour le ouais, deadlift en sumo, mais sans faire exprès particulièrement, tu vois. Et c'est vrai que ce qui est hyper pratique, c'est que du coup, la particularité de ces slippers-là, c'est que tu as un grip à l'intérieur. exactement. Et Pour j'avais allaiter acheté, les poids. c'est ça, et Mm. j'avais acheté d'autres slippers, les A7 des classiques, tu vois. Et au-delà du fait que déjà j'aimais moins la sensation et tout, et ben il n'y avait pas de grip à l'intérieur. Et je les avais quand même testés pour le lester en me disant ça doit pas changer grand-chose. Et en fait, ça change, mais un truc de malade. Comment les slippers que j'ai là, je sais plus ce que c'est Notorious Lift. Ouais. Elles agrippent hyper bien les poids. Et je m'étais fait la remarque, je m'étais dit pour les muscle-up, où moi je préfère avoir les poids plus haut entre les genoux en gros, et ben je m'étais dit putain, il faudrait faire, et ça je sais que je vais le faire, un short où tu couds à l'intérieur entre les jambes, un truc, je sais pas, tu vois, en caoutchouc ou quoi, pour que les poids ils restent stables quand tu les tiens, tu vois. Parce que sinon ça glisse de ouf. Et je me dis, ça pourrait être un putain de truc à faire. C'est Ah, après je te jure. l'optimisation abusive. C'est Ah pas ouais, eh non, moi je te jure. Je trouve ça hyper intéressant parce Ouais, que mais non, je pense que c'est intéressant de développer des tenues bah, vraiment adaptées au sport, quoi. C'est comme ouais, les strongman, tu sais, ils ont des t-shirts bar grip, mais ouais, devant. Tu sais, ouais, c'est ouais, pour ouais, les boules d'Atlas et tout, là. même ouais, ouais. les t-shirts A7 en powerlifting où tu as Ouais. un espèce Mais ça, de en compète, grip. c'est interdit, ça. Ouais, Ah, c'est c'est pareil. interdit, mais en street lifting, tu peux Non, l'utiliser. ouais, on peut utiliser, mais est-ce que ça va pas être interdit plus tard? Je sais Ouais. pas. C'est pour ça, tu vois, je me demande un peu ces t-shirts-là, vu que c'est interdit en compète, finalement, l'intérêt de les utiliser, puisque tu t'habitues à un truc auquel tu n'auras pas le droit. Bon, après, c'est vrai que si tu t'entraînes dans une salle avec des barres éclatées qui glissent, ça peut être pas mal, parce que quand tu as une power bar dans le dos, Ouais, ah généralement, bah non, ça te... à moins que tu aies un maillot de foot ou de basket, normalement, la barre, elle glissera pas trop, quoi. Non. Bah moi pour m'être entraîné pendant des années avec des A7 bar grip et là je suis passé plus récemment sur des t-shirts en coton. Bah je sens quand même un peu il y a eu un temps d'adaptation parce que c'est vrai que ça glisse un peu plus et Ouais, je vois tu sais même on était l'autre fois à Fitness Park avec Ariles Mm. qu'on a testé là notre squat et en fait on a mis de la magnésie parce que c'était pas une barre de power ah ouais, et il n'y avait pas le molletage au milieu ah ouais. Ouais, et c'était nécessaire parce que bah, sinon ça allait glisser quoi. je squatte que sur cette barre-là. Ah ouais, ok. Et bah, tu sais, tu sens que quand tu descends, la barre, elle peut rouler sur ton dos. Ouais. Tu sens que, ouais, vraiment, c'est pas agréable. Hmm. Bon, ça, Ouais, c'était une donc barre qui m'avait flingué les coudes justement à l'époque. Et je m'étais dit, plus jamais je squatterai avec une barre comme ça parce que bah, c'est exactement ça en fait. ouais. Si tu l'as un peu en low bar, et ben, en fait, elle glisse, elle est pas stable, elle descend, elle descend, elle descend. Du coup, elle me tirait dans les coudes et tout, je me rappelle. Et ça m'avait flingué. Et je m'étais dit, putain, plus jamais je squatte avec. Genre, je ferais d'autres trucs, quoi. Je ferais de la presse si j'ai pas le choix, tu vois. Mais ça m'avait vraiment défoncé, quoi. Ou du high bar, mais bref. Du high bar. Ouais. Donc J'apprécie du ouais, high bar. moi je suis vachement d'accord avec Bilal en fait, c'est que faut pas se priver de l'équipement. C'est ce que je disais dans le précédent podcast ou celui d'avant, je sais plus. Le but du jeu, c'est quand même soulever le plus lourd sans voilà, profiter trop des règles dans l'extrême. Et ça va vous aider dans tous les cas. Et il y a un aspect qu'on sous-estime aussi, l'aspect un peu prévention des blessures, qui est indéniable sur des charges hyper élevées comme ça. D'où, on va dire un peu, comment dire le fait que je valide pas trop les compétitions qui peuvent se faire sans équipement, etc. Pour de la force en tout cas. Pour de la force endurance, pour moi ça a plus de sens, ok. Mais de la force pure sur un RM, je vois pas du tout la pertinence en fait.
Je Et suis pourquoi d'accord. ça a plus de sens en force endurance pour toi? Parce que les charges sont moins importantes de fait, en fait. Et Ouais, au-delà de ça, pour moi, il y a aussi l'aspect de chercher l'endurance du corps, le premier maillon qui va lâcher sur la chaîne, alors que sur de la force pure, finalement, enfin, Ouais, et si tu veux dire, ouais, sur de l'endurance, ça serait plus l'échec ouais, postural, exactement. et sur la force, des fois, c'est l'échec au niveau de la Ouais, technique, par exemple. ouais, exactement. Enfin, L'échec nerveux ou l'échec ouais. technique. Mm. Et toi, mon cher Victor? bah oui, de toute façon, on en a déjà parlé pas mal, mais je suis plutôt pour l'équipement, mais parce que pareil, je répète aussi ce que j'ai déjà dit avant, mais je suis plus biaisé. Je m'étais entraîné sans ceinture, sans genouillère. Bon, sans genouillère, ça change pas grand-chose. Des genouillères, c'est pas le truc qui va particulièrement prévenir les blessures au genou. Mais pour le coup, je trouve que la ceinture, c'est toujours le même argument. C'est oui, avec ceinture, tu squattes X kilos de plus, donc tu les mets. Et donc finalement, bah, tu mets le stress sur le dos, finalement, de la même manière que si tu étais sans ceinture avec moins de poids. Alors qu'en réalité, bah, c'est pas vraiment le cas. Et moi, je sais qu'avec ceinture, bah, j'ai pas mal. Versus sans ceinture, bah, j'ai plus facilité en tout cas à avoir mal quand j'utilise les mêmes formats de progression, etc. Mais évidemment, enfin, en modulant les charges. Mais c'est pour ça que globalement, pour moi, si la ceinture, ça prévient un peu les blessures, dans une certaine mesure. Après, bon, je sais pas s'il y a des études qui ont comparé véritablement un entraînement avec versus sans sur une période de temps assez longue, mais bref. Et c'est pour ça que moi, je suis biaisé parce que je suis pour, parce que je sais que si j'essaie de m'entraîner sans, bah évidemment, j'aurai des perfs moins élevés, mais ça sera pareil pour tout le monde, donc c'est pas tant le problème. C'est surtout que je sais que j'ai plus de chances de me niquer. Ouais. Je suis pas très fan. Ouais. Ouais, je suis d'accord, même Et principe. après, J'ai essayé, bah, excuse-moi, vas-y. vas-y, non, non, vas-y. Bah, j'ai essayé récemment de faire une petite période bettless et en ce moment c'est un peu la mode dans le street, on le disait tout à l'heure, tout le monde repart sur du bettless, se déséquipe et pense avoir un transfert de force, Ouais. peut-être qu'ils l'auront, mais moi personnellement j'ai fait peut-être 3 mois de bettless et j'ai pas eu spécialement un transfert de force alors que j'ai progressé sur mon Sur le squat bentless, ouais. non équipé. Ouais. Mais le retour sur investissement, je pense que j'aurais plus progressé si je serais T'avais resté fait, Moi, ouais. bettless. je pense que vraiment c'est placebo parce que en fait les mecs ils progressent dans tous les cas. Ils progressent que ce soit bettless ou non. Et quand ils se rééquipent, ils voient qu'ils ont progressé, mais ils auraient progressé de la même manière, voire peut-être sûrement Plus, plus plus. équipés. Et c'est ça qui crée un peu enfin, le mythe, ce mythe-là de ouais, je progresse plus. Enfin, dès que je vais me rééquiper, je vais exploser, quoi. Je Et, vais avoir pris 50 kilos de plus, quoi. Et puis il y a l'aspect, bah là, pour le coup, blessure, si vraiment t'es full raw, quoi, franchement, si déjà t'es fort de base, pour un débutant, ça serait moins le cas, je trouve. Mais pour un mec avancé qui squatte sans équipement à 200 et plus, c'est quand même, moi je trouve que ça reste dangereux, quoi. mais surtout, de toute façon, le fait de se dire je vais m'entraîner beltless pour ensuite remettre la ceinture et sentir que je suis mieux, eh ben, c'est un raisonnement qui, sur le papier, il se tient. Sauf qu'en fait, c'est oublier une caractéristique fondamentale de la force, c'est sa spécificité. Évidemment que tu peux progresser, que tu vas certainement progresser un petit peu, sauf qu'il ne faut pas oublier que chaque fois que tu vas développer ta force, c'est-à-dire que, bah, ok, tu vas progresser sur du squat, bah, admettons, c'est ce qu'on avait déjà dit, j'avais déjà fait cet exemple-là, mais c'est, admettons, tu fais pas de hack squat. Tu progresses sur le squat, tu commences à un instant T, tu fais une perf au hack squat, tu fais, je sais pas, un 10 RM sur une machine, et tu remesures 3 mois plus tard, sans en avoir fait, mais en ayant fait que du back squat. Il y a des chances que tu aies progressé parce qu'il y a une certaine transférabilité, c'est un pattern de squat, tu as fait du squat, donc globalement, ça va se transférer. Sauf que si tu avais fait que du hack squat, tu aurais quand même plus progressé sur la machine en question et tu aurais eu des performances qui auraient été plus importantes dessus. Et ben c'est pareil avec le squat beltless et le squat avec ceinture, c'est quasiment deux mouvements différents en fait, parce que tu vas pas du tout avoir les Mm. mêmes contraintes et ta position, ta mécanique de mouvement, la façon dont tu vas te renforcer, elle va être spécifique aux contraintes que tu vas avoir. Et du coup, si le gainage est une contrainte bien supérieure, et ben du coup, ça va faire que positionnellement, ton corps, tu vas te réadapter, tu vas te repositionner un peu différemment. Et après, bah, quand tu vas te remettre avec une ceinture,
et ben finalement, tu auras moins cette contrainte du gainage. Donc, tu auras beaucoup travaillé sur la contrainte du gainage, mais du coup, la contrainte que tu auras, qui sera peut-être plus limitante, bah, sera peut-être plus les cuisses, sera peut-être plus les fessiers, parce que bah, avant, quand tu t'entraînais sans ceinture, tu étais limité par ton gainage, et donc tu as renforcé tes cuisses et tes fessiers que dans une certaine ampleur, puisque bah, c'était le gainage qui te limitait en priorité. Et du coup, après, quand tu remets la ceinture, tu diminues cette limitation du gainage, sauf que bah, les cuisses et les fessiers, eux, ils sont pas en mesure de suivre. Donc, tu as super bien renforcé ton gainage, ok, tu es fort, mais le truc, c'est que finalement, les cuisses et les fessiers, ils se sont renforcés bah, que dans une ampleur dans laquelle le gainage était finalement limitante, là où c'est plus le cas quand tu remets la ceinture. Et toujours cette logique de bah, ta position, elle changera aussi, avec et sans ceinture. Et du coup, bah, c'est tout con, mais c'est pareil qu'un squat high bar, un squat low bar. Le squat high bar, tu es plus droit, tu renforces plus les cuisses. Et ben, le squat sans ceinture versus avec ceinture, pareil, ta position elle changera certainement un petit peu. Et quand tu remettras la ceinture, tu n'auras plus exactement la même position, tu te renforceras, enfin, tu seras moins fort ensuite. Enfin, c'est logique en fait. Et même, je dirais que ça peut encore être envenimé par le fait que même sans et avec genouillère, la dynamique de mouvement n'est pas la même. Oui, Donc, aussi, oui. en fait, en gros, ça va être modifié avec la ceinture, avec les genouillères, avec le positionnement de la barre. Si tu as fait carrément un truc en row high bar, ce qu'on a déjà vu. Enfin voilà, donc en gros, tu perds du temps en fait, hein, finalement. T'as Mais- aussi t'as Vas-y. aussi le désapprentissage de l'utilisation du matériel. Donc, Ouais, savoir bien brace, ouais. ça prend du temps. Et bah, si tu arrêtes d'utiliser la ceinture pendant, je sais pas, une connerie, 3 mois, bah, c'est 3 mois où tu t'oublieras comment tu remplis ta ceinture sur le dos, Exactement. etc. Et l'apprentissage par la suite, bah, ça va reprendre du temps pour récupérer tous les Exactement, ouais. automatismes. Mhm. C'est ça. Donc, Tu changes ta mécanique respiratoire mm. positionnelle, ce qui fait qu'après, quand tu remets la ceinture, bah, tu en bénéficies moins et tu dois en effet bah, réapprendre à l'utiliser. Donc, tu as désappris quelque chose. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose de pas rentable, pas très intéressant. Même si sur le papier, ça se comprend, hein, le raisonnement il se tient, mais dans les faits, il y a des chances qu'il y ait trop de choses qui interfèrent pour que ça aide vraiment. Ok, donc les gars, écoutez bien ce qu'on vous dit. Il y en a peut-être à qui ça va servir. Et après, tu voulais parler aussi de la suroptimisation, du coup. Ouais, après, ça, c'est un truc qu'on remarque pas énormément en street lifting, Mm. plus en powerlifting, Ouais. mais tu sais, le débutant qui est en full SBD, Inzer même, des fois. ouais, qui a sa barre, qui a un La French base dans le low dos, bar, ouais, Ouais. magnésie plus talc sur le soulevé de terre, et pour faire 60 ou 100 kilos au soulevé de terre, et j'en ai plein finalement dans le Basic Fit où je travaille. Moi aussi, j'en ai plein et j'en ai même, j'en ai déjà eu en coaching aussi. Je sais pas si Victor, il en a eu. Mais en fait, des débutants qui cherchent à suroptimiser, mais tout, quoi. À avoir une technique ultra parfaite. Alors que, bon, c'est important hein, d'avoir une bonne technique. Mais en fait, le focus, il doit pas être fait essentiellement là-dessus. Mm. Et c'est ça aussi que les mecs oublient, parce que justement, alors c'est une bonne chose aussi, vu qu'il y a la démocratisation des connaissances, il y a un accès qui est beaucoup plus facile. Et en gros, les jeunes, ils voient ça, ils se disent, bah c'est super, ça va me débloquer le truc. Et on a fait un podcast aussi là-dessus, la recette magique et tout. Il n'y a pas de recette magique. C'est pas parce que quand vous êtes débutant, vous allez avoir une technique ultra parfaite que vous allez. Alors, certes, vous allez peut-être. Vous avez moins de chances de vous blesser, etc. Et encore que. Mais faut pas se focaliser que là-dessus, quoi. Et c'est vrai que ça, en power, on le voit beaucoup plus. Parce que le street, c'est vrai que souvent, il y a un passage vers le street workout. Et alors que maintenant, en power, les jeunes veulent se mettre directement au powerlifting sans passer par la case renfo musculation classique, ce qui, à mon sens, devrait être une étape obligatoire, en fait, quel que soit le sport de force qu'ils veulent pratiquer par la suite, quoi. Ouais. Après, il y a aussi l'aspect que les mouvements de street lifting, l'optimisation abusive est moins accessible que dans le powerlifting.
Une traction, bah, on peut ne pas être d'accord, mais une traction, on peut max mettre un false grip, prendre très large pour diminuer l'amplitude, mais Faire quoi? au-delà de ça, ouais, faire ça, aller chercher le menton, tu vas diminuer l'amplitude. Ouais, bon, là, il est en train de juger ma traction, mais euh, Il se sent. je me sens visé. Mais, C'était pas le but, c'était pas le but. au final, le mouvement, faut quand même l'effectuer. Or que en powerlifting, bon, avant les nouvelles règles, bah, sur le bench, tu pouvais littéralement avoir ça d'amplitude et ça passait. Pareil pour. Tu veux dire en gros qu'on peut moins tricher en street lifting qu'en Ah, powerlifting? sur les Ouais, dips, c'est avec les ça. dips C'est ça. portefeuille, tu as quand même un peu cette opportunité, même si évidemment bah, c'est interdit, mais Ah, c'est tu as cette interdit. optimisation-là. Après, je pense que ça, comme tu as dit tout à l'heure, au niveau du règlement, ça risque d'être de plus en plus strict. Mais sur la vidéo de réglementation de la FNSL, c'est bien clair, les hanches doivent descendre, Descendre en dessous de la ouais, parallèle. Ouais. en dessous de la Après, si parallèle. elles descendent de ça, tu vois, c'est bon aussi. Et parfois, les mecs, ils se sont quand même pas mal optimisés aussi, Mhm. tu vois. C'est un peu le même principe, quoi. C'est comme le bench. Le bench, maintenant, avec le critère qu'il y a, tu peux quand même avoir des pontages de ouf, hein, en ayant le creux du bras, là, le creux du coude qui passe devant l'avant de l'épaule, derrière l'avant de l'épaule. Tu peux quand même avoir des amplitudes, certes, plus importantes qu'avant, mais qui restent hyper short, quoi. Ah, ouais. Mais je suis quand même assez d'accord avec toi, ouais, que ça laisse moins de place à l'exagération au niveau des règles. Et ouais, au niveau là de la dips portefeuille aussi, c'est que de toute façon, vous verrez, si vous vous amusez à trop faire ça, c'est que sur des charges très très lourdes, vous n'arriverez pas hein, à maintenir ce bassin vachement à la parallèle. Vous allez vous affaisser par le poids. C'est pour ça aussi que des fois, à la chauffe, on voit des mecs qui sont no rep avec le bassin, et Ouais, puis plus ils chargent, Plus ils plus ils sont sont rep. rep. Ouais, c'est vrai. C'est mon cas, hein, personnellement. Bah, moi, je suis en portefeuille sur de l'endurance de force. Et on me l'a fait remarquer quand je fais Ah ouais. du 10-15 reps, là, ouais. Mais quand je passe sur du 3 RM, 1 RM, 2 RM, bah, mon amplitude, elle est abusive dans tous les cas. Donc, Ouais. je peux pas me prendre de no reps. ouais. Ouais, donc c'est ça, c'est en street lifting, c'est un truc qu'on voit moins, mais ça va venir, quoi. Ça va venir vite. Mais De toute donc, façon, moi, oui, façon, mon moi, cher Victor. globalement, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure là sur sur le power là de ceux qui veulent trop vite tout optimiser en power, tu vois particulièrement, il y a un mouvement qui ment pas en réalité, à moins évidemment pour ceux qui ont un pontage de fou furieux, mais pour la plupart c'est pas tant que ça le cas. C'est le bench, tu vois, le bench, tu peux en avoir plein des mecs qui débutent, qui optimisent à fond la technique, qui s'équipent, etc., qui ont des squats et des soulevés de terre qui progressent bien et qui montent au-delà des 200 kilos assez rapidement, mais souvent ils ont un bench qui est hyper à la traîne parce que le bench, c'est un mouvement, il faut de la masse musculaire. Et c'est vrai que tu as beau essayer de tout optimiser comme tu peux, à part des cas un peu entre guillemets exceptionnels, si t'as pas des gros pecs, t'as pas des gros bras, t'as pas des grosses épaules, t'auras pas un très bon bench, quoi. Ouais, et c'est ça un peu, je pense qu'on va conclure là-dessus, ce sujet-là. C'est que le facteur limitant numéro un, même si il y a il peut y avoir des grosses différences, c'est la masse musculaire qui va potentialiser au niveau de la force. Enfin, c'est ça qui va faire en grande partie que vous allez être fort ou non. Et c'est pour ça que, enfin, moi, je veux pas tailler parce qu'on est tous partis d'un certain point. Et mais quand je vois des fois des mecs qui sont taillés comme des cure-dents et qui veulent faire des 1 RM, tu sais, ils ont même comment dire, enfin, tu sais, des placements un peu comme les pros. Ils ont des mimiques, des Des tics, routines. des Ah routines, ouais. ouais, de placement. Les gars, détendez-vous, tu vois. Enfin, déjà, apprenez à faire de la masse musculaire et enfin voilà quoi. Parce que les mecs, ils veulent aller trop vite en fait. Ils veulent aller beaucoup trop vite. Ah, mais j'ai déjà vu des gars consommer de l'ammoniac pour une barre à 120 au terme, mais Ouais, ouais, ouais. littéralement. Ah bah tiens, ça C'est. c'est un truc, tu vois. Par exemple, en street, ça personne n'utilise l'ammoniac. Mais c'est vrai qu'en power, c'est vachement Ouais. répandu, hein.
C'est un truc de Après, fou. Toi, d'ailleurs, est-ce qu'il l'utilise sur tous les mouvements, l'ammoniac, tu vois? Parce que c'est ce qu'on a toujours dit, tu vois? C'est que le soulevé de terre, c'est le mouvement Ouais. qui répond le mieux à la hype, à la caféine, à, par exemple, l'ammoniac, et que sur le squat et le bah, bench, vu que c'est des mouvements de poussée, si jamais tu foires ta descente, ton excentrique, eh ben, tu t'exploses et tu subis finalement. Et c'est souvent ce qui se passe quand tu te surhype. Alors qu'au terre, c'est un mouvement d'énorme bourrin. Et à partir du moment où tu tires comme un gros bœuf, ça va. Donc là, tu peux te prendre des tartes dans la gueule, tu peux te prendre 400 mg de caféine, plus sniffer de l'ammoniac jusqu'à avoir les narines qui saignent, et ça va. ça Tu peux en passe. bénéficier. Tu peux en bénéficier. Tu as fait un AVC après, tu convulses, mais tu as fait une bonne barre, quoi, tu vois. Tu te retrouves sous Sur le oxygène, podium, sous sous oxygène. oxygène comme le gros strong, là, merde, comment il s'appelle? Celui qui a fait Ouais, 500, là, avant Eddie Hall. Eddie Hall, Idiot, ouais. ah ouais. Ouais, c'est impressionnant, d'ailleurs, hein, purée. Enfin, dans l'état minable qu'il est après, est-ce que Moi, ça j'ai valait même pas vu vraiment? ça. Moi, Ah, j'ai pas t'as vu pas ça. vu ça? C'est S'allonge au récent? sol, il y a 4 mecs qui viennent le dessaper, ils lui enlèvent Ah, le ses mec, il stracs. tombe, bah, il tombe dans les Ouais, pommes, il hein, tombe mais littéralement dans les pommes. sévère, hein. C'est pas juste un Ouais. blackout comme ça, hein. Ça. Ah non, c'est chaud. Mais ouais, donc voilà, enfin, encore, on est assez épargné pour l'instant dans le street lifting, mais voilà, quoi, pensez vraiment et puis skippez pas le renfo, parce qu'il y a des mecs aussi, ça c'est pareil aussi, ça on pourrait en parler, mais genre les mecs qui font juste qui ne font pas de mouvement d'assistance, parce que moi je sais, je citerai pas de nom, qu'il y a des coachs qui promulguent un peu cette méthode de pas faire d'assistance. Le full D'ailleurs, c'est spécifique. marrant parce qu'ils sont le reflet de cette méthode. Donc, pour eux, ça fonctionne bien parce qu'ils sont très doués nerveusement, mais musculairement, il n'y a rien, quoi. Puis ça fonctionne bien jusqu'à certains points, hein. Ouais, c'est ça. Et puis Ça, aussi, ça, on pourrait l'ajouter, c'est que le fait d'avoir une bonne masse musculaire, ça vous prémunit aussi d'une certaine mesure des blessures. Ça va protéger les articulations dans certains sens. Donc, toutes les structures passives, bah oui, oui. Forcément, si à chaque fois que tu soulèves un truc, c'est directement articulation, tendons, ouais, ligaments qui doivent supporter le truc, que t'as pas une charnière, une sorte d'armure entre guillemets qui peut encaisser, et ben qui peut diffuser un petit peu le stress. C'est sûr que tu vas vite morfler, hein, au bout d'un moment. Les capacités d'adaptation, même si évidemment ça en a, hein, les capacités d'adaptation des tendons, ligaments, articulations, elles sont moindres par rapport au tissu musculaire. Donc il y a un moment où tu vois plus vite les limites. Je me mets un peu dans un guêpier, mais est-ce que en street lifting, pour vous, on n'aurait pas juste besoin plus de masse musculaire qu'en powerlifting? Parce que en soi, en powerlifting, soulever terre, tu as ta flexion de hanche, squat, tu as ta flexion de genou. Je grossis les traits, mais du coup, ça suffit pour se faire des bonnes cannes et à la fin, il reste qu'un mouvement qui est le ouais, c'est bench. ça. Alors que nous, on a 4 mouvements, dont 3 Ou sur du le haut corps. du corps. Pour vous, c'est pas notre sport qui nécessite beaucoup Ah plus si 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 ouais, si bah de... clairement de toute façon on l'a déjà mentionné dans un épisode que les powers ils ont des poteaux et le haut du corps souvent il est en retard. Ils ont pas de bras non plus souvent en street lifting les C'est mecs ils sont l'inverse. énormes, Ouais, c'est c'est des l'inverse. X-Men quoi, En enfin street donc lifting, ouais, il y a Mm. plus des beaux physiques, quoi, puisqu'en plus, il faut pas être trop gras non plus. Donc, ouais. c'est vrai que généralement, tu as des physiques qui sont plus sympas, quoi. Avec des mouvements où tu as beaucoup d'amplitude. Donc forcément, je pense que déjà, Ouais, ça aussi ouais. rien que les mouvements eux-mêmes Mm. créent de la masse musculaire. Ouais, Après, faut pas négliger le renfort, mais ouais. justement, ces mouvements-là permettent de créer un bon physique. Ah c'est clair, c'est Carrément, ouais. indéniable. Ouais. C'est très complet, quoi. Et vu que c'est vraiment une bonne chose qu'ils aient ajouté du squat, quoi, pour rendre le truc Ouais, encore beaucoup plus plus... complet, quoi. Ouais. Ça, c'est sûr, ouais. Ouais, je suis d'accord. Ouais, donc vous voyez des choses à rajouter par rapport à tout ça, là, l'optimisation. Je Bah, pense qu'on a moi, bien. ce que je dirais pour conclure sur l'optimisation, c'est un truc que je trouve important, c'est par rapport justement à ce qu'on a dit, c'est les optimisations sur les points de règlement, les optimisations sur l'amplitude, etc. D'être en gros un peu tendancieux, d'espérer d'avoir
un rouge au max et 2 blancs, par exemple, ce genre de truc, et ben, je trouve que c'est une stratégie à vraiment éviter à tout prix de s'entraîner vraiment, de prendre l'habitude de s'entraîner vraiment aux critères de compétition en prenant l'habitude de se filmer et en étant assez dur avec soi, en essayant d'avoir des mouvements qui sont. Ça fait un peu con de dire propre, etc. Parce que c'est une mentalité que j'aime pas de ouf, parce que c'est souvent associé, enfin, que j'aime pas de ouf, qui est souvent associé avec le fait de squatter tout nu, par exemple, ce genre de truc. Mais c'est pas ce que je veux dire derrière. Ce que je veux dire derrière, c'est d'arriver en compétition, si vous en faites, sereinement. Sereinement, et puis aussi de pouvoir traquer votre progression de manière objective. Parce que, ok, j'ai progressé au dips, j'ai pris 10 kilos sur mon RM, sauf que j'étais rep avec -10, et là, je suis plus rep avec +10. Sauf que je suis tellement content d'avoir fait +10 que je m'avoue pas que je suis no rep, ce genre de truc. Et pour moi, après, quand tu arrives en compétition, tu as ton ego qui te booste, tu te dis, mon RM, c'est tant, donc je fais les trucs en fonction de ça, et tu te retrouves à finalement valider beaucoup moins d'essais que ce que tu pensais, voire même carrément buller potentiellement. Et donc pour moi, il faut vraiment arriver en compétition et ne pas avoir de questions à se poser. Tu vois, si tu as un essai qui est invalidé, c'est simplement parce que tu n'as pas passé le menton, simplement parce que tu n'as pas réussi à tendre les coudes, simplement parce que tu n'as pas fini de te redresser au squat. C'est parce que concrètement, la charge a été trop élevée, mais tu aurais fini le mouvement, ça aurait été rep. Tu vois, tu aurais raqué la barre, tu ne te serais pas posé de questions, tu vois. Tu sais que tu serais suffisamment descendu, etc. Ça, pour moi, c'est un truc qui est important parce que ça décharge énormément psychologiquement, en fait. Je suis d'accord. Ouais, c'est clair. Ce serait la petite conclusion sur l'optimisation, on va dire. D'accord. Et un deuxième sujet, du coup, qu'on voulait aborder, ce qui est intéressant et qui va pouvoir peut-être faire débat, c'est les croyances limitantes. Et parce que ces dernières années, il y a pas mal de choses qui ont été propagées. Comment dire, le fait de se blesser très facilement, avec des charges plus élevées, qu'en gros, par exemple, bon, typiquement, faire des sports de force, ça va systématiquement se finir mal. Ce qui, dans un sens, si on a la mauvaise mentalité et qu'on n'est pas très intelligent et qu'on voit pas sur le long terme, ça risque, c'est quasiment sûr que ça va arriver. Mais au-delà de ça, de toute façon, le sport à performance, l'aspect santé, il vient après, même si le fait d'être en bonne santé va faire que vous allez progresser. Donc il y a ça. Il y a le fait aussi, on a beaucoup parlé ces dernières années comment dire, qu'on pourrait exploiter son potentiel, un certain pourcentage au bout d'un nombre de pratiques données. J'ai en tête 50 pratiques, on a 90% des gains et après on va aller grappiller, etc. Il y a l'aspect âge aussi, que à un certain moment, quand même assez jeune, quand même, genre on va dire entre 30 et 35 ans, ça commence à stagner, voire même chuter. Donc il y a tout ça. Est-ce que vous voyez d'autres choses, vous, des choses qui ont été véhiculées, des trucs que vous avez entendus Il y a aussi les performances qui Ah, oui, sont voilà, inaccessibles. Ah oui, naturellement. Si tu as cette performance-là, c'est T'es que tu as chargé, une quoi. dopé. ça. Ouais. Ouais. N'aie pas plus de 170 kilos au bench si Ah tu oui, as la référence. attends, c'était qui ça Ça, déjà? c'est les Marvel. Ah oui, ah oui, Ah lui, oui. le Sharingan. Ouais. Putain, Plus ok. de 170 au bench, j'ai un doute. Et quand il y a un doute, il n'y a Il n'y a pas de pas de doute, doute. Victor. Ah, les enculés, ils ont regardé. Moi, j'ai jamais regardé une vidéo de ce mec. Je trouve ça insupportable. Ah ouais, je regarde pas, moi, hein, Je depuis des regarde années, hein. absolument tout. Ah ouais, Même à ce encore point-là. maintenant? Non, pas Allez, maintenant, pas sors maintenant. de, sors Pas de cette maintenant, chaîne. mais je regardais à l'époque. De toute façon, tes Euh, muscle-up, ils sont no-rep, Bilal. Écoute, t'as plus de 170 au bench, toi. Je sais pas, ça fait trop longtemps que j'ai pas benché. Il faut savoir quand même que j'ai failli faire une compétition de force athlétique et que Ah, mais tu l'as fait pas, en fait? je l'avais pas faite. Je l'avais pas faite. Ah, mais Moi, attends, mais moi, je croyais que c'était dans pas longtemps, en fait, ou je sais pas quoi. pas Enfin, du qu'est-ce tout. qui t'est arrivé? C'était censé être en février, mais non, j'en fais pas. Sinon, j'aurais dû faire une compétition. Non, c'était en février. Non, je sais plus. Non, c'était en peut-être mars. J'aurais dû faire une compétition de force athlétique en mars que j'ai pas faite au dernier moment. Et parce qu'en gros, j'avais fait trop de courses à pied et je m'étais tué mon squat. Bref. Et il faut savoir que j'avais pas fait une seule série
une seule de bench jusqu'au moment de la Le compétition. mec, il allait arriver à la compète. J'allais arriver, j'allais faire. Donc, elle est où la station Première de barre dips là? sans. Parce que la station de dips, en fait, je comprends pas là. Il y a un moment. Ah putain, j'étais vraiment un gros connard. Hein, parce que Ça vraiment. sera un concept à faire, ça. Tu sais, Mais un tu sais sport que. hybride Power Street. Mais je suis deg, en vrai, j'aurais bien Et- aimé juste pour voir. Mais tu sais que je suis sûr que j'aurais fait une perf potable, hein, je suis certain. J'aurais fait un bench sans pontage avec un semi-close grip là. Les mecs, ils se seraient dit, mais qu'est-ce que c'est que ce type? Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais Donc alors, mon cher Bilal, qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? C'est quoi un peu ton avis, là? Moi, je pense que avec les réseaux sociaux, on voit de plus en plus de performances et du coup, nos croyances limitantes, elles sont démystifiées. Et du coup, on a l'impression que certaines barres qui, à l'époque, paraissaient monstrueuses, bah maintenant, on n'a plus donc plus peur atteignable. d'aller. C'est Ouais, vrai. c'est ça. Typiquement, la dips à 100 kilos, je me souviens qu'à l'époque, c'était. Je sais pas si tu connaissais Double Dragon. Ouais, si, ouais. Ouais. Mhm. Il avait fait une espèce de série où il faisait des dips à 100 kilos. Et je me rappelle que moi, à l'époque, je trouvais ça super impressionnant parce que bah, il n'y avait pas grand monde Ouais, il qui, n'y à avait cette pas grand monde. époque-là, Ouais. faisait des dips à 100 kilos. Or que maintenant, une dips à 100 kilos, euh, C'est random. je dirais Oui, pas que c'est random, mais c'est la base, quoi. c'est pas là-bas. C'est le début du pas mal, quoi. Ex- Ouais, c'est joliment dit, Victor. Mais ouais, voilà, en gros, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et du coup, les gens ont tendance à plus mettre de facteurs, à ne plus se mettre de facteurs limitantes dans la tête, du fait de cette barre-là, c'était déjà au top du top, Mm. ou il faut quand même pas mal d'années avant d'aller sur cette barre-là. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les performances de tout le monde sont vues à la hausse. Mm. C'est vrai. Sur une très courte échelle de temps, on voit que les performances, les totaux, avant, quand tu avais, je sais pas, 400 et quelques, c'était super bien. Et maintenant, c'est quand tu as 500 quasiment, quoi. Que c'est super bien, quand même, je précise. C'est pas à partir de là que ça commence à être bien. C'est super bien. Genre, tu avais 420, avant, c'était super bien. Maintenant, il faut que tu aies 480, quoi. En gros, pour que ce soit super bien. Ouais, ouais, Donc, ouais, c'est vrai c'est ça. que les réseaux sociaux, ils participent pas mal à ça. Pour le meilleur et pour le pire. Parce que c'est vrai que du coup, tu as quand même des personnes, tu vois, dans tous les sports, hein, en FA et tout, surtout pour les gens qui s'y connaissent pas, tu as des mecs qui sont clairement dopés et qui affichent des perfs de fous furieux, tu vois, des mecs qui tirent des 400 facilement au terre, etc. Et du coup, c'est vrai que les gens ils se disent, bon, bah, moi, je suis éclaté, en fait, et je pourrais jamais rien faire. Et c'est là où aussi, après, il y a ces gens qui ont ce raisonnement de se dire, bon, bah, j'ai pas le niveau encore pour faire une compétition. Quand j'aurai temps, je pourrais faire une compétition. Et après, quand le mec il arrive à ce total, bah, finalement, il se dit bah en fait, non, faut que j'attende d'avoir temps. Et finalement, les mecs ils font jamais de compétition. Et ça, on en a déjà parlé. C'est que en fait, les compétitions, c'est pour toi. Et il y a de grandes chances que tu sois ou soit jamais compétitif, soit dans très 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 longtemps. Et si tu attends de l'être, et ben, au moment où tu le sauras et que tu participeras, et ben, vu que tu auras zéro expérience en compétition, bah, finalement, tu rentabiliseras pas le niveau que tu as concrètement, parce que tu feras des erreurs et tu ne feras pas le total que tu pourrais faire à l'entraînement, parce que bah, l'entraînement, c'est pas la compétition. Et du coup, bah, il faut développer comment dire, son expérience en compétition, même quand on a des niveaux pas ouf. Et il faut pas avoir peur d'aller faire des compétitions. Dès qu'on sait faire, je sais pas, une dips à 40 kilos, on va faire une compétition, tu vois. Si tu as les minima, après, c'est sûr que si tu n'as pas les minima, voilà. Mais les minima, tu as plein de compétitions qui sont accessibles quand même. Bah, c'est pour ça qu'on développe les ligues au niveau de la Bah, c'est FNSL, ça, ouais. c'est dans ce but-là. Hein. C'est Et exactement moi, ça. il y a un truc ultra intéressant que tu as dit, et un truc sur lequel enfin, faut toujours garder ça en tête, c'est que les mecs que vous voyez là, qui ont des performances extraordinaires, que ce soit en power ou en streetlifting, c'est des gens qui s'entraînent depuis très longtemps. Je veux pas faire encore de moyenne à la con, mais c'est peut-être 10 ans de pratique pour la plupart. C'est facile. C'est des gens qui sont très investis. Leur vie tourne un peu autour de ça.
Donc c'est toujours la même chose. En fait, on peut penser comme ça qu'on connaît pas que ça c'est accessible, mais en réalité, ça l'est pas vraiment parce que c'est des gens qui ont dédié un peu leur vie à la performance. Et peut-être que vous, c'est juste une passe où voilà, vous aimez bien vous entraîner de cette manière-là, vous savez pas trop si vous allez rester dans ce domaine, etc. Et ça, c'est un truc aussi qu'on retrouve de plus en plus, et je trouve ça vraiment dommage. C'est des jeunes qui se mettent à la force, et par exemple, 2 ans, ils n'arrivent pas à atteindre ce qu'ils auraient voulu, mais parce qu'ils ont vu mais 10 fois trop, en fait. Et en fait, des fois, même, ils abandonnent, quoi. Alors qu'ils ont un niveau qui est franchement bien, des fois. Et même des fois, il y en a qui ont vraiment un potentiel s'ils continuent encore 5, 6, 7 ans. Et parce que tu vois, genre là, Victor, toi, ça fait combien de temps que tu t'entraînes? Ça fait 12 ans. 12 ans. Moi, ça fait 10 ans. Toi, ça fait En en street tout, lifting, non, tout mis bout à bout. même Ouais, mes tout. anciens sports, tout, Non, non, musculation, on va dire. à peu près 6 ans. 6 ans. Et avant ça, tu as fait du sport Ouais, aussi, tu as ouais. des Ouais, antécédents oui, bien sûr, sportifs. bien sûr. Donc, enfin voilà. Faut pas perdre de vue ces trucs-là. Et en fait, les mecs, et ça peut se comprendre, c'est qu'ils se foutent dans le sport, vu que c'est vachement un truc sur les réseaux et tout, c'est très réseau et tout, ils pensent que c'est accessible, et donc ils veulent progresser archi vite. Euh, à qui ça viendrait à l'idée? Par exemple, dans le foot, parce qu'on retrouve ça que dans la force, hein, je trouve, hein. Dans le foot, de devenir aussi fort que, je sais pas, je dis une connerie, Ronaldo, C'est enfin, vrai. en 2 ans, quoi. Enfin, il y a personne qui se dirait ça. Mais en force, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en 2 ans, on peut faire les championnats de France, quoi. Mais les gars, arrêtez de rêver, en fait, parce que en plus de ça, plus ça va, moins c'est accessible, surtout en powerlifting. Mais en streetlifting, on voit que les choses s'accélèrent de manière exponentielle. Là, c'est un ou 2 dernières années. Et maintenant, et puis c'est normal aussi, ça faut que ça garde une valeur. Je sais plus à qui je parlais de ça, mais que les championnats de France, ça doit quand même représenter l'élite nationale de notre sport. Ça serait quand même malheureux qu'un mec qui s'entraîne depuis 2 ans seulement, parce que 2 ans à l'échelle d'une carrière sportive, c'est rien, hein, 2 ans, hein. Donc, enfin, c'est pas grand-chose en tout cas. C'est le début de quelque chose. Bah, ça serait dommage qu'ils puissent se qualifier en fait. Enfin, après, voilà, on cracherait. Sauf exception, voilà, Voilà, mais sauf des mecs peut-être voilà. archi doués et tout, mais ça, encore une fois, c'est un sur je sais pas combien, c'est un élu quoi. Donc, faites votre truc, comme il dit Victor, vous occupez pas trop des autres, ça on le dit souvent. Ça, ouais. Et puis, confrontez-vous aussi en compétition, c'est hyper intéressant. Les ligues, elles vont se développer. Là, on est au niveau régional, peut-être qu'après, ça sera au niveau départemental, ça sera encore plus accessible. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas. En plus de ça, on a la chance, moi, je trouve, dans notre sport, peut-être que ça évoluera, mais j'espère qu'on gardera un peu cette mentalité qu'il y a quand même de la bienveillance dans notre sport. On n'est pas là à se tirer dans les pattes ou quoi, même si bon, voilà, certains peut-être le font, mais je le vois pas, enfin, c'est pas un truc que je vois beaucoup. Et du coup, vous serez jamais jugé si vous faites une performance qui est beaucoup moins bien que les standards de la compétition, ce que vous attendiez de faire. Donc là-dessus, n'ayez pas de crainte. C'est quand même un milieu qui est Ouais, bienveillant, il y a clairement. une bonne ambiance. Voilà, c'est même assez fraternel des fois. On s'encourage et tout. Je sais pas si vous avez l'occasion d'aller sur une compète. Bah, c'est dingue. Des fois, tu Ouais. vois l'élite mondiale qui vont encourager. Par exemple, moi, je peux citer, pour donner des exemples, tu as Ludo qui criait allez, allez, allez à ma première compétition alors que j'étais en train de faire une dips à 95 kilos en tremblant. Tu En vois, mode ouais, Parkinson. c'est. Ah ça, on Non, n'en mais a pas ouais, parlé, ça. c'est. On a parlé de ses muscle-up, mais pas de ses dips. Ça va de mieux en mieux. Ça va de mieux en Ça, mieux. c'est vraiment un truc de ouf quand même. Première fois que j'ai vu ça, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe, putain? Il est en train de faire une syncope. Il C'est agonise. 8 sur l'échelle de Richter, putain, c'est un truc de ouf.
Pourtant, c'est pas Il une est station très fitness dur, park, tu vois, c'est une vraie station, tu vois. Mais Normalement, y a peut-être pas de raison. qu'avec la station fitness Mais park, tu ça va sais qu'ils compenser. s'entraînent sur la station Fitness Park. Et en plus, Ah, il l'aime bien. Ah Genre, ouais, le mec c'est. est vraiment. Voilà, quoi. Il cherche la merde, quoi, en gros, quoi. ah ouais. Ah la vache, le tremblement que ça doit faire, là. Et il arrive à la FNSL, là, sur la belle station. Alors là, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est le Graal, là. C'est comme s'il Je... squattait avec un pied sur un Bosu, enfin, tu vois, c'est... Et là, bam, il squatte sur du sol, quoi. Le mec, il se dit, mais c'est merveilleux, en fait. Le sol est plat, en fait. J'ai jamais vu ça. J'aime pas trop ce qui se passe. Non, mais ouais, pour en revenir à Le l'ambiance, mec, on l'a bande perdu, de là. salauds. Ouais, du coup, non, franchement, c'est convivial. Les gars, ils sont tous cool. Et tout le monde soutient tout le monde. Même l'élite mondiale soutient le plus petit débutant qui fait la compétition. Et ça, c'est des trucs qu'on retrouve pas spécialement dans les autres sports. Ouais. C'est peut-être dû au fait que ce soit un sport naissant. Très communautaire pour l'instant. C'est ça aussi, ouais. Mais jusqu'à présent, ouais, c'est Et présent. c'est pour ça aussi qu'on kiffe les compètes, hein. C'est pour vivre ce genre de moment. Enfin, franchement, des fois, c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'on veut toujours refaire. C'est C'est ça. que on vit des sensations fortes, vraiment. Enfin, c'est pas pour. Ça fait un peu dev personnel à la con, mais c'est Non, non, vraiment mais ça. c'est vrai que quand tu fais une compète, après, t'es boosté de ouf, hein. Même quand t'assistes à une compète, c'est pour ça que Ouais, franchement, c'est ça. les gens qui s'entraînent et qui jugent ne pas avoir le niveau nécessaire pour faire une compétition, si vous avez les minima, si il y en a pas, même peu importe, et ben faites la compétition parce que vous allez voir qu'en fait, ça va vous donner un boost de progression. Vous allez rencontrer des gens, vous allez pouvoir échanger, etc. Et ça va vous donner une motivation après à continuer à progresser qui va être oufissime par rapport à vouloir tout faire un peu dans son coin. Vous allez voir que la diff, elle va être dingue. Au-delà de l'expérience que tu acquiers En plus, pendant, c'est ça, pendant, ouais. pendant cette compétition. Et puis souvent, ouais, c'est comme je disais, il y a de la bienveillance. Vous allez faire des rencontres et il y a des gens aussi qui vont vous apporter peut-être techniquement, même pendant la compétition, des mecs un peu plus expérimentés, même au niveau du fonctionnement de la compétition, parce que c'est vrai Ça, qu'on arrive comme ça, on connaît pas enfin, normalement, si tu as fait les choses correctement, tu as pris connaissance des règles, mais des fois, il y a des petites oui, particularités qui font que on peut être perdu. Et du coup, des fois, il y en a qui chaperonnent un peu les débutants. Et non, en tout cas, c'est cool. C'est un beau sport. Et on va essayer, enfin, en tout cas, qu'il reste dans cet état d'esprit-là, quoi, dans cette dynamique. Donc, encore un très bon moment passé avec vous, les gars. Euh, J'ai pas kiffé, moi, perso. mais quand je dis vous, c'est vous deux, hein. Je parle pas que avec toi. Et le chat aussi. Parce Ouais, que le le chat. chat est toujours présent toujours pendant présent. Faudra faire un podcast avec lui quand même un jour. C'est un peu la mascotte Tu te sans le rappelles vouloir, quoi. d'Akuma, Victor? C'est Akuma, sûr. ça te parle? Ouais, ok. Je suis en fait le Julien Venesson du street lifting en fait. Sans le savoir, mais Ok, c'est la belle bah époque. ouais, purée, c'est incroyable. Peut-être qu'on les recevra un jour sur le podcast, qui sait. Qui sait. Voilà pour cet épisode-là. On vous remercie. Donc, on peut checker le Insta de Bilal, c'est Gelba. Il y a une orthographe spéciale sur Instagram. GUELBA. Ok. Et il n'y a pas de tiret du bas ou Non, des il y a trucs rien. comme ça. Ok. Toujours Victor Scarlatti sur Instagram et Live Trainer. Vous avez aussi le site streetliftingfrance.fr où vous pouvez retrouver tout ça. Et voilà. Donc on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!